Donc, bien écoutez, merci à vous d'être avec nous ce matin. Merci Philippe Ribaud de nous avoir proposé cet événement. Merci Yann d'être avec nous également ce matin. L'objet de cette matinale, c'est de faire un point sur les problématiques liées à la cybersécurité, avec un angle plus particulier sur les services publics, les collectivités, qui sont aujourd'hui de plus en plus exposés. Donc on va aborder les problématiques qui se posent, les risques auxquels vous êtes tous exposés. On va discuter de quelle manière on peut se préparer à une éventuelle attaque, comment prévenir cela. Donc nous verrons qu'il y a différentes mesures et c'est vrai qu'on abordera aussi le contexte actuel, le contexte économique et géopolitique actuel, avec les menaces que ça peut faire encourir aussi à notre économie et également à nos collectivités. Voilà, donc je vais laisser la parole à Philippe pour faire l'introduction un peu de cette matinale. Oui, mais écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de ce nouveau partenariat. Aujourd'hui, c'est avec BEA Informatique. Je crois beaucoup au travail avec les différents partenaires. Nous avons noué un certain nombre de partenariats depuis un an à peu près. Dernièrement, c'était avec Enedis. Nous allons vous proposer prochainement des sensibilisations à la mobilité électrique. Hier, c'était avec Orange sur une opération de collecte des téléphones usagés. Puis il y aura d'autres partenariats. Il y en a eu avec la gendarmerie nationale, etc. etc. Aujourd'hui, la problématique que nous avons souhaité porter à votre attention, c'est le risque numérique, la cybersécurité. Je crois que nous, les collectivités, petites ou grandes, ne pouvons plus rester en dehors de cette problématique parce qu'elle nous concerne. La dématérialisation des services devient quasiment totale. Depuis le 1er janvier, nous sommes dans une démarche de dématérialisation des procédures d'urbanisme. Bref, nous sommes totalement dépendants au numérique et à l'Internet. Donc, compte tenu de ce fait, nous avons à cœur de vous fournir un certain nombre d'éléments pour vous protéger contre d'éventuels piratages ou cyberattaques. Voilà. Mais écoutez, ce webinaire restera à disposition sur le site de l'association, éventuellement sur la page Facebook également. Et puis également, on vous communiquera des éléments de réponse. On a un kit de communication à remettre sous la forme d'un livre blanc, quelques conseils. Donc pour ceux qui le souhaitent, je verrai avec Philippe Ribaud de quelle manière, sous quelle forme on vous le remettra. Et bien sûr, ce webinaire qui est enregistré sera diffusé pour que vous puissiez le consulter et pour ceux qui n'ont pas pu participer ce matin, qui puissent aussi en prendre connaissance. Complètement. Voilà. Donc voilà, alors déjà en préambule, je vais rapidement présenter BEA pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc BEA, on est une société de services qui a été créée en 1986. Aujourd'hui, on est 23 collaborateurs, on travaille sur toute l'Occitanie. On a développé nos activités autour de 5 pôles de compétences. La partie historique, et celle pour laquelle on est le plus connu sur le territoire, c'était la partie bien sûr vente d'équipements informatiques, de logiciels, de matériel. Donc cette part qui a permis le développement de la société est aujourd'hui un peu plus en retrait par rapport à nos activités de service, puisque nous proposons des prestations de services aux entreprises, aux collectivités, sous la forme de la mise à disposition de ressources techniques, de techniciens, d'administrateurs systèmes, pour faire par exemple de l'infogérance, donc en mettant des techniciens à disposition pour faire de la maintenance à temps partagé, etc. On a également une activité cloud computing, c'est-à-dire que pour les entreprises, les TPE, les PME ou les collectivités, puisqu'on héberge également des mairies qui ne souhaitent plus gérer leurs serveurs dans leur mur, on leur permet de l'externaliser en data center. Donc on a installé une infrastructure avec un plan de reprise d'activité, un PRA, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on a des équipements informatiques dans le data center qui est situé à Nîmes, ça nous tient à cœur de travailler, de localiser nos équipements et nos datas sur le territoire, avec une salle blanche qui est dans nos locaux, donc il y a une réplication, une synchronisation de l'architecture qui est basée sur et celle qui est dans nos murs à l'est, et ça permet de proposer de la sauvegarde externalisée, sécurisée, de proposer de l'hébergement de serveurs. Donc voilà, ça c'est notre activité cloud. On fait également de la formation, donc ça c'est également un pôle de compétences, donc je m'y attarderai un peu moins.
Et le dernier département que nous avons, et qui est celui qui a une plus forte croissance, c'est le département cybersécurité, et c'est celui qui va nous faire l'objet de cette matinale. Alors la cybersécurité, aujourd'hui, tout le monde en parle, tous les prestataires en font plus ou moins. Nous, que nous avons choisi de traiter, c'est de ne pas se cantonner uniquement à des problématiques techniques. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des prestataires informatiques vont trouver des solutions techniques, des plus basiques en mettant un antivirus, un firewall, ou après des mesures un peu plus complexes. Nous, on estime que la partie cybersécurité doit se traiter effectivement avec des mesures techniques, mais aussi des mesures organisationnelles. Pourquoi? Parce que si on met une porte blindée sur une maison, un appartement, et si les utilisateurs laissent les fenêtres ouvertes en parallèle à ça, on ne sera pas sécurisé pour autant, et on aura l'illusion d'être sécurisé parce qu'on a mis une porte blindée. Donc si on ne va pas proposer et accompagner nos clients sur tout ce périmètre de la cybersécurité, donc sur l'ensemble de leur système d'information, on peut laisser passer à travers de grosses failles, de grosses vulnérabilités. Alors nous avons entrepris une démarche qualité par rapport à la cybersécurité. Nous faisons partie depuis l'origine d'un dispositif que vous avez peut-être entendu parler, qui c'est cybermalveillance.gouv.fr. C'est un dispositif national qui regroupe les services du Premier ministre, le ministère du Travail, de l'économie, pardon, et des prestataires informatiques. Donc ça a pour but de faire un réseau qui signale les attaques qu'il peut y avoir sur le territoire français, et également d'être une écoute et une aide pour les attaques qui pourraient avoir lieu localement. Il y a beaucoup de prestataires, aujourd'hui on doit être à peu près 2000 dans le réseau cybermalveillance, mais pour aller plus loin, cybermalveillance doit proposer une labellisation, et donc là on a fait un cursus de labellisation qui a été validé par l'AFNOR. On a été audité pour cela, et donc on a été labellisé donc expert cyber. Et là aujourd'hui nous sommes 50 entreprises en France à disposer de ce label expert cyber qui valide notre méthodologie d'accompagnement, de conseil et de rémédiation. La rémédiation étant la remise en état du système d'information après une cyberattaque. Du fait que nous ayons ce label expert cyber, depuis maintenant 6 mois, nous avons été distingués par l'ANSSI, et qui nous ont sollicité pour un accompagnement sur un projet, un dispositif particulier. Donc l'ANSSI étant le gendarme de la sécurité du système d'information. Donc l'ANSSI nous a proposé de se faire référencer en tant que prestataire de terrain. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un dispositif France Relance qui concerne les collectivités, les services publics de l'État, qui permet, au sein de l'enveloppe France Relance qui a été attribuée à la cybersécurité, d'améliorer la sécurité de son système d'information. Donc pour cela, les collectivités, les services publics candidatent auprès de l'ANSSI pour obtenir cet accompagnement qui est pris en charge sur le parcours cyber intégralement, et puis après dans les mesures de consolidation, de sécurisation, jusqu'à une aide de subvention jusqu'à 70%. Et donc l'ANSSI étudient les dossiers de candidature. Lorsqu'ils acceptent un dossier, ils ne vont pas eux-mêmes dérouler les prestations techniques sur site, ils vont s'appuyer sur un réseau de prestataires de terrain, dont BEA Informatique. Donc nous, on a été référencés comme prestataire de terrain, et on intervient à la demande de l'ANSSI dans les collectivités, dans les services publics, pour amener des services de cybersécurité, et donc établir un parcours de cybersécurité, c'est-à-dire mettre en place une politique générale de sécurité sur le système d'information. Voilà, donc on pourra rediscuter de cette partie-là un peu plus tard, mais aujourd'hui, voilà un peu nos domaines de compétences sont assez étendus, et donc de par cette casquette-là, on a aussi un rôle de vulgarisation, de sensibilisation auprès des élus, auprès des PME, auprès des TPE, donc de façon ça fait partie du cahier des charges, on va dire, en tant qu'expert cyber, on doit régulièrement faire des interventions de sensibilisation, et c'est l'objet de cette réunion ce matin, vous sensibiliser au risque numérique. Voilà. Le risque numérique aujourd'hui, tout le monde sait qu'on peut être potentiellement attaqué, on sait qu'on peut être à tout moment victime.
Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément conscience de la vitesse à laquelle ça peut arriver. On peut se sentir un peu distant ou moins impliqué dans la sécurité de son système d'information. Et pourtant, une cyberattaque peut arriver à tout moment et peut être désastreuse pour n'importe quelle activité, que ce soit une activité privée ou publique. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les services de l'État, les grosses collectivités, les gros services publics ont déjà entrepris des mesures de sécurisation, donc ils sont relativement bien armés face aux risques numériques. Je dis relativement bien armés parce qu'on entend régulièrement dans la presse une grosse collectivité qui s'est fait hacker, un centre hospitalier qui a été mis à genoux pour telle activité, pour tel faible niveau de ces activités-là. Donc, grosso modo, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des investissements qui ont été faits, notamment depuis le début de la pandémie du Covid, sur la sécurité numérique. Donc mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Les hackers vont se recentrer leurs activités sur des cibles qui seront beaucoup plus faciles à atteindre. Donc des petites collectivités, des services publics, des syndicats mixtes, etc., qui vont être de fait plus exposés parce que non préparés à ce type d'attaque. Il faut savoir que ces attaques ont pour but de détourner des fonds, donc de gêner le fonctionnement et de bloquer l'économie d'un service. Donc il n'y a pas uniquement, il y a l'aspect mafieux et l'aspect, on va dire, politique de l'attaque. Il y a ces deux points qui est à mettre dans la balance. On y reviendra un peu avec Yann. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il y a effectivement cette double attaque et que tout le monde est concerné et à tout moment on peut être cible d'une attaque. Donc on dit souvent à nos clients ou lors d'interventions de ce type, la question c'est pas de se poser est-ce que je vais être attaqué un jour, mais est-ce que le jour où je serai attaqué, je serai prêt à réagir. Parce que si on ne peut pas supposer à 100% qu'on va éviter toutes les attaques, par contre on peut se préparer à éviter et à limiter l'impact que ça peut avoir. Donc c'est surtout ça, essayer de s'attacher à limiter l'impact que peut avoir une cyberattaque sur votre système d'information, sur le fonctionnement de votre mairie, en l'occurrence, de votre cantine, globalement avoir une vision de ce risque et de se préparer en conséquence. Voilà. Donc comment se préparer? Il y a deux axes, comme je l'ai un peu évoqué de manière préalable. L'aspect technique, donc là revoir les éléments techniques de sécurisation, antivirus, firewall, anti-spam, mise en place de logique de mots de passe, de politique de mots de passe, veiller à avoir une politique de sauvegarde aussi qui soit très structurée. Ça aussi c'est le point capital, la sauvegarde, parce que sans sauvegarde on ne peut pas aller bien loin après en cas de rémédiation sur une cyberattaque. Et après il y a l'aspect organisationnel, donc ce que nous on appelle plus le volet offensif, où là on va voir les pratiques des utilisateurs, on va auditer le mode de fonctionnement de vos utilisateurs et aller corriger les mauvaises pratiques qui sont en place et aller vous conseiller sur des méthodes de travail qui soient beaucoup plus efficientes. Donc là, ça passe par de la sensibilisation, ça passe par de l'accompagnement, de la formation. Nous, on va procéder à des audits dits intrusifs. On va tester les mesures en place, on va tester les utilisateurs, par exemple en envoyant une campagne de phishing, c'est-à-dire un faux mail, mais qui est maîtrisé, c'est-à-dire qu'on sait exactement son contenu, il n'y a pas de risque, c'est pas il n'y a pas de charge utile qui va détériorer votre système, mais ça va permettre de voir, d'avoir une cartographie de quels sont les utilisateurs qui ont été sensibles à cette sollicitation, qui a cliqué sur le mauvais lien, qui a communiqué des informations potentiellement confidentielles. Voilà, de faire un état des lieux et après d'aller former les personnes, mais d'une manière très ciblée. C'est-à-dire, voilà, vous vous êtes fait piéger sur tel aspect, donc pourquoi vous êtes fait piéger, quelle est la mécanique qu'ont les hackers derrière pour vous piéger, parce que ça peut arriver à tout le monde, à tout moment, les exemples
sont très larges et autant un DGS, une DGS peut se faire piéger qu'un maire, je dirais, le comptable, qu'un agent technique. Il n'y a pas de profil type. On peut être tous piégés à un moment donné sur une tentative de phishing ou de cyberattaque. Voilà un peu le constat, l'état des lieux aujourd'hui, et puis maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail sur certains aspects. Je ne sais pas si déjà il y a quelques questions qui ont été posées, je ne pense pas pour l'instant. N'hésitez pas avec le bouton que vous avez en bas de votre fenêtre, Q et R, questions et réponses, qui vous permettront d'intervenir, de poser vos questions, et puis on y répondra bien sûr au fur et à mesure, et très certainement en dernière partie de cette session. Voilà, je vais laisser la parole à Yann maintenant pour parler un peu plus de la sensibilisation. Oui, ouais, tout à fait. Oui, donc sur la sensibilisation, effectivement, alors la transition, je vais commencer par la faire autour de votre moteur de recherche préféré. Quand vous tapez cyberattaque dans Google, vous allez accéder directement à un certain nombre d'informations. Et si vous allez sur l'onglet actualité, vous allez voir que tous les jours, il y a une actualité autour des cyberattaques qui touchent des grosses structures, mais aussi des petites structures. Alors évidemment, on voit moins les petites structures dans la presse, mais si on regarde dans la presse locale, il arrive régulièrement que l'on voit des mairies paralysées ou des petites organisations paralysées par une cyberattaque. Ce qui est intéressant dans ces attaques, c'est que vous allez voir deux grands types d'attaques. D'un côté, des attaques qui viennent mettre les sites internet ou les services en paralysie par des attaques de déni de service. Donc ce n'est pas celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, parce que ça c'est géré par ailleurs sur, on va dire, sur une partie technique, et puis c'est une attaque extérieure très, très ponctuelle, qui peut avoir d'autres conséquences. On pourra revenir dessus. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est tout ce qui va concerner le phishing, donc l'hameçonnage des mails, pour entrer dans vos systèmes d'information et les paralyser. Quand tu as parlé tout à l'heure des campagnes de phishing réalisées par BEA Informatique, la plupart, donc tu as bien reprécisé que effectivement les personnels, tous les types de personnels ont été piégés. Il n'y a pas de, vraiment, tout le monde est égal dans ce domaine-là. Ce qui fait que il y a des salariés qui se font piéger. Ce sont le volume de mails qu'ils reçoivent et la façon de les traiter rapidement en utilisant soit le téléphone, soit en étant en déplacement, etc. Et on ouvre les mails et puis on clique très rapidement sur les liens sans vraiment se rendre compte de ce qu'on fait. Donc ça nécessite quand même de repenser la façon dont on lit et on reçoit, et on lit les mails, comment on les traite dans le quotidien. Et puis il y a toutes les personnes qui n'ont pas conscience qu'elles sont en train de cliquer sur un faux mail. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui industrialisent leur campagne d'hameçonnage. Donc elles sont de plus en plus professionnelles. Elles utilisent les méthodes de neuromarketing ou de neurosciences pour vous piéger. Et donc, vous vous faites très rapidement piéger parce qu'il va y avoir un tout petit détail que vous n'aurez pas vu sur l'adresse mail, dans le lien qui vous est proposé. Et vous allez cliquer et vous allez vous faire embarquer pour rentrer votre identifiant sur un site du style Amélie. Si on prend la santé avec les dernières attaques qui arrivent sur nos smartphones, je ne sais pas si vous en avez reçu, mais hier, moi je l'ai reçu avant-hier, je crois, un SMS de ce type-là. Il vous demande de rentrer un identifiant, un mot de passe, et en fait, comme vous utilisez quasiment toujours les mêmes structures de mots de passe, vous ouvrez en grand l'ensemble de vos accès Internet ou numériques. Derrière, il est très facile pour un hacker de rentrer dans un système, de le regarder, de l'espionner, et puis d'adopter une stratégie, soit de cryptologage pour les serveurs, et donc de demander une rançon pour vous libérer les données, soit au contraire d'avoir une stratégie plus longue, et on l'a vu chez certains clients, qui va viser à aller chercher un virement que vous ne voudriez pas faire. Alors pour les mairies c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a des systèmes de contrôle avec les trésors publics qui sont vraiment qui permettent d'avoir une procédure de contrôle assez forte.
mais ça peut être effectivement des fournisseurs de la collectivité qui sont la cible des escroqueries. En fait, c'est une porte d'entrée pour aller chercher des informations ailleurs et derrière récupérer des données et récupérer des règlements qui ne sont pas destinés aux hackers, mais qui étaient destinés à des fournisseurs ou des fournisseurs entre fournisseurs. Donc voilà, on a vraiment ce type de problématique aujourd'hui. Quand on regarde effectivement le gros problème des mots de passe, très vite, si vous, alors on n'est pas en live, mais si je vous demandais vos mots de passe, alors je ne pourrais pas le faire parce que si je vous demande vos mots de passe en public, c'est facile à récupérer, mais si je vous demande combien de mots de passe vous avez, je suis sûr que vous n'avez pas plus de 2 ou 3 mots de passe différents avec vous pour vous connecter à l'ensemble de vos comptes et logiciels Internet. Donc ça, c'est vraiment l'un des points faibles dans nos systèmes d'utilisation. Alors peut-être que tu peux donner... Moi, je peux témoigner, ouais, je dois en avoir 2. Oui, oui c'est ça le risque. C'est-à-dire, donc au niveau de... Il y a effectivement, pour compléter ce que dit Yann, il faut avoir conscience que aujourd'hui, il y a vraiment un commerce autour de la cyberattaque, avec des organisations qui sont vraiment très très bien structurées. C'est-à-dire que les personnes qui vont lancer une attaque générale, très large, qui ne vont pas forcément viser votre collectivité, votre mairie, mais ça va cibler un ensemble d'adresses mail dont ils ne connaissent pas le destinataire. Et donc ils voient la pêche, donc c'est pour ça qu'on parle de phishing, mais que ce soit pas le même, ça ressemble à un phishing, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc ils voient à la pêche aux informations, ils lancent un faux mail à X destinataires, et il y a quelques personnes qui cliquent et qui se font piéger. Mais l'escroquerie qui va être montée derrière ne sera pas faite par les personnes qui ont lancé la collecte d'informations. Il faut avoir conscience que le but du phishing, ça va être de collecter des informations qualifiées qui vont être revendues sur le darknet à d'autres attaquants, d'autres cyberattaquants, qui vont refaire des attaques ciblées cette fois, parce qu'ils auront de la matière, de façon à requalifier le fichier, et ils vont pouvoir revendre ce fichier qualifié en plusieurs étapes. Et au final, vous aurez des hackers qui vont, eux, être spécialisés sur un type d'escroquerie, qui vont acheter des données sur le darknet, et qui vont vous attaquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir en tête que la personne qui va vous adresser un mail pour vous piéger sera celle qui va vous escroquer derrière de l'argent. Ça passe par X intermédiaires avec des ventes d'informations, des transactions en Bitcoin qui sont réalisées derrière à votre insu. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez avoir été piégé à une date et avoir une escroquerie qui se passe plusieurs mois après, parce que les données ont été revendues X fois jusqu'à ce que l'escroquerie soit construite. Il faut savoir que le mail est aujourd'hui le point d'entrée de la plupart des cyberattaques. 95% des attaques réussies ont démarré par un faux mail, donc par un échange par mail. Donc c'est vraiment sur les utilisateurs, sur les destinataires de mail qu'il faut axer la sensibilisation et la mise en place de mesures pour sécuriser votre système d'information. Il existe toujours des attaques vers les serveurs web, donc le serveur web qui tombe en carafe parce qu'il y a trop de communication dessus, ce qu'on appelle du DDoS, donc c'est bloquant, SNT, on ne peut plus accéder à votre site internet, mais bon, si vous ne faites pas de la vente, de la commercialisation, c'est moins grave qu'une usurpation d'identité qui aujourd'hui fait beaucoup de dégâts. Voilà. Oui, d'ailleurs, dans la 9 attaques sur 10, ce sont des attaques par hameçonnage. Il y a très peu, et dans 90% des cas, ou 80% des cas, la responsabilité de la faille, elle est due aux utilisateurs, et pas directement aux hackers. Quand tu parlais effectivement de ces adresses qui sont vendues, l'une des histoires les plus souvent citées, c'est un employé cadre dans une entreprise qui commandait régulièrement des pizzas sur un site en ligne, qui avait utilisé son adresse professionnelle
pour créer son compte et qui avait utilisé son mot de passe professionnel sur le site. Et le site de la pizzeria a été hacké, les données ont été aspirées et plusieurs semaines, plusieurs mois après, il y a eu une attaque sur son adresse mail puisqu'en fait ils avaient accès à son compte professionnel grâce à ces informations-là. Donc on voit vraiment que c'est l'utilisateur aujourd'hui qui est ce qu'on appelle le maillon faible dans la sécurité informatique. Non pas parce qu'il n'est pas compétent, mais parce qu'il n'a pas forcément connaissance du fait que ces données font l'objet de trafic important sur ce qu'on appelle le dark web en particulier. Philippe, peut-être vous avez été confronté déjà à des cyberattaques, venu parler professionnellement. Récemment, sur un site officiel du gouvernement, j'ai reçu un mail après avoir créé un compte personnel. J'ai reçu un mail qui n'était pas issu de ce fameux site. Ouais. Voilà, donc j'aurais pu faire piéger. J'aurais pu effectivement me faire piéger. Je pourrais avoir une question sur les mots de passe. Oui. Lorsque l'on nous demande un mot de passe, un nouveau mot de passe sur un site que l'on vient de créer, enfin un compte que l'on vient de créer, il nous est demandé si on pouvait enregistrer le mot de passe pour l'accès à cette page. Jamais le Qu'est-ce faire. qu'on fait? Jamais? Ne jamais le faire. Voilà. Ne jamais le faire, il faut maîtriser ces mots de passe. Parce qu'il y a deux voies de fuite aujourd'hui de vos identifiants et de vos mots de passe. La première, qui est la plus importante, c'est l'hameçonnage, le phishing, le faux mail qui vous demande, qui vous sollicite pour mettre un identifiant et un mot de passe. La deuxième, c'est le site marchand ou sur lequel vous avez stocké votre mot de passe et votre identifiant, qui se fait pirater et dont votre fichier, vos données partent dans la nature avec des milliers d'autres. Lorsque nous procédons à des tests intrusifs, donc on réalise des missions qui s'appellent des pen tests, donc on va tester un système d'information, on va essayer de rentrer en employant les mêmes méthodes que les hackers. On va se promener, une fois qu'on est rentré sur un réseau informatique, on va pouvoir collecter tout un tas d'informations et notamment on va faire un focus sur justement les mots de passe pour voir la fragilité, voir s'ils sont robustes ou pas. Donc comment on procède? On écoute sur le réseau tous les mots de passe qu'il peut y avoir. On va chercher avec des outils sous forme de script les fichiers qui peuvent être sur le réseau. Et là, même si votre réseau, vous n'avez pas des points de partage ou quoi que ce soit, lorsqu'on a un peu de technique, on arrive à passer toutes ces barrières-là. Et on commence par chercher tous les documents qui contiennent mots de passe, password, identifiant, MDP, PWD qui correspondent au diminutif. Et on va obtenir sous les yeux une liste de fichiers Excel, généralement Word ou Notepad, qui contiennent des listes de mots de passe. Et là déjà, on a de l'information qualifiée, parce qu'on va se retrouver des listes de mots de passe que vous avez pu dire, ben ça, pour m'en souvenir, je vais le mettre dans un fichier Word ou dans un fichier Excel. Et ça, déjà, quelqu'un qui rentre sur votre réseau d'une manière frauduleuse ou tout simplement en se connectant au Wi-Fi disponible dans une salle de réunion, on va pouvoir récupérer ces informations-là et on aura des données qualifiées qui pourront nous permettre d'usurper votre identité. De la même manière, un site internet va se faire hacker, vous allez sur un site marchand, donc là si vous mixez usage privé et professionnel, ce qui représente un très gros risque, si par exemple vous allez, je ne sais pas, commander sur Zalando avec votre mail professionnel et votre mot de passe habituel, si Zalando se fait hacker, ce qui est fort probable, et avant qu'on en parle dans la presse, il peut se dérouler de nombreux mois, vous aurez une base de données qui stockera des milliers d'identifiants, et dont le vôtre, avec le mot de passe qui est associé. Nous, là, une fois qu'on a fait notre audit et qu'on a cherché localement les mots de passe, lorsqu'on a écouté les mots de passe qui sont locaux, on va interroger ces bases de données à distance, parce qu'elles sont entre guillemets publiques. Pour quelqu'un qui a un peu de technique, on sait trouver ces listes de mots de passe qui sont sur le darknet, et on va comparer là où on est, le site où on est, par exemple, si on est, je prends l'exemple, mairie de Saint-Privat.fr, saint-privat-des-vieux.fr, admettons, et bien on va chercher mairie de Saint-Privat-des-vieux.fr, et là, on a des chances dans ces bases de données de trouver des occurrences en disant, ben, Dupont@mairie-de-Saint-Privat.fr
ah mais il a tel identifiant, alors il s'est connecté, on ne saura jamais s'il était sur Zalando, sur quoi que ce soit, mais on va récupérer une donnée qualifiée sur cette personne-là qui va permettre d'approfondir l'attaque et de cibler l'attaque d'une manière plus précise. Donc voilà, il faut avoir en tête que les attaquants vont collecter des informations, ils vont les revendre. Ces informations vont être qualifiées pour avoir une donnée un peu plus importante, quelque chose, et puis au final, il va y avoir une escroquerie qui va être construite, ciblée vers des personnes qui, elles, seront très bien identifiées. Et c'est comme ça qu'on va partir sur une usurpation d'identité en ayant le nom d'un DGS, le nom d'un DAF pour une entreprise privée, d'un directeur des affaires financières, de façon à émettre une fausse facture à des vrais clients. Donc je vais prendre l'exemple d'un organisme du bâtiment régional avec qui nous a appelé la semaine dernière pour une problématique de ce type. Un des comptes avait été usurpé, en l'occurrence de quelqu'un à la comptabilité. Donc le mail de la personne et le mot de passe y a été capté. L'attaquant a pu consulter la messagerie de cette personne-là, au travers d'une page web, donc ce qu'on appelle le webmail. Vous vous connectez sur Orange, sur le portail de webmail de Microsoft, de Google, en fonction de... Vous mettez l'adresse mail, le mot de passe, et vous accédez au contenu de la messagerie. Qu'est-ce qu'a fait l'attaquant? Il est allé voir les messages envoyés. Dans les messages envoyés, il a trouvé une facture qui avait été adressée à un prestataire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la facture. Il a changé les informations de paiement de RIB, il a réenvoyé la facture à la même personne avec le bon mail, et il a dit rappel, nous venons de changer le RIB, etc. Et donc il a envoyé le second mail. La personne en question a reçu ce mail, donc au moment où il a souhaité payer la facture, il n'est pas remonté dans son historique, il a pris le dernier mail qu'il a reçu qui correspondait à un rappel de facturation, et de bonne foi, il a payé cette facture-là avec le mauvais RIB. Voilà. Et donc ça a mis des semaines. C'est-à-dire que pour arriver, entre le moment où la personne s'aperçoit qu'il a payé à quelqu'un d'autre, c'est au moment où il est relancé pour le paiement de ce qu'il devait, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une escroquerie qui a été montée de toutes pièces plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Voilà. Alors comment se prémunir là-dessus? Déjà, on n'utilise pas les mails professionnels pour des affaires privées, on distingue bien les deux de façon à limiter les risques. Donc toute la communication professionnelle se fait sur les mails professionnels en nom de domaine de la mairie, de la collectivité. Là aussi, je sais qu'il y a encore des petites collectivités qui ont des mails chez Orange, chez Gmail, etc. Nous, souvent encore, on nous dit envoyez le devis à mairie 30x code postal @orange.fr. Alors ça, surtout, il faut le supprimer. Il faut que vous ayez absolument un nom de domaine qui garantisse que vous êtes bien le destinataire. C'est déjà très facile d'usurper une identité. Si vous avez un mail qui commence par mairie code postal @orange.fr, en 15 secondes, je peux fabriquer le même mail, mairie de tel endroit 30100 @orange.fr, je peux le fabriquer et me faire passer pour vous, quoi. Donc ça c'est hyper simple. Donc il faut absolument que vous ayez un mail, un nom de domaine, et que ce soit que toutes vos communications soient sur cette messagerie avec votre propre nom de domaine. Ensuite, il faut bien sûr cloisonner usage privé, usage pro, et avoir des mots de passe uniques. Donc comment avoir aujourd'hui un mot de passe unique? C'est déjà il en faut un compliqué, parce que si on met le prénom de ses enfants, enfin d'un de ses enfants avec leur année de naissance, ça ne prend pas plus de 30 secondes à trouver par un algorithme informatique. C'est-à-dire qu'on lance nous des moulinettes pour chercher les correspondances de mots de passe. C'est quelque chose qui se trouve très très facilement. Quand je vous dis quelques secondes, c'est réellement quelques secondes. Si vous avez un mot de passe du style ma maison et j'aime mon chien Fido 2019, même que ce soit un mot de passe long, un algorithme informatique de recherche de mot de passe mettra pas plus d'1 à 2 minutes pour trouver ce mot de passe là, même qu'il soit long.
Donc comment on fabrique un mot de passe complexe? Déjà, on va y mettre des caractères spéciaux, on va y mettre des majuscules, des minuscules, on va y mettre des chiffres, et on va mixer tout ça. Donc les bonnes pratiques voudraient qu'il fasse au moins 12 caractères, mais déjà s'il est très complexe dans sa conception, on va y arriver. Alors on va prendre un exemple, souvent Yann, tu parlais de 2 cadeaux à Noël. Oui, c'est ça, 2 cadeaux à Noël. Donc, alors, comment on écrit 2 cadeaux à Noël, c'est toute la problématique. Donc pour l'écrire, on l'écrit en phonétique en fait. Hein. Oui, pardon. On l'écrit, on peut l'écrire, ah oui c'est mieux. On peut écrire 2 cadeaux à Noël en phonétique, donc avec le chiffre 2 pour commencer. Après un grand K pour avoir une lettre majuscule. Un petit d, un O pour avoir donc le DO. Ensuite, l'arrobase pour faire A. Et puis, on va avoir un grand N, un O, un E avec tréma, oui, et L qui vont pouvoir déjà renforcer ce mot de passe. Donc, ça correspond bien d'un point de vue mémoire à une phrase, mais ce n'est pas une phrase qui est facilement déverrouillable par les logiciels, par l'algorithme. C'est beaucoup plus compliqué puisque là vous avez votre capacité de vous souvenir de la phrase tout en sachant que vous utilisez des caractères spéciaux, des majuscules et que vous dépassez, on ne doit pas être loin, on doit être à 12, les 12 caractères. Donc voilà. Alors on se limite. Par contre, celui-ci, il ne faut plus l'utiliser. Alors celui-ci, en fait, il est dans toutes les bases maintenant, donc on le retrouve. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, on a conçu une racine. Donc là, on vous a dit qu'il fallait un mot de passe par site. Là, s'il faut vous souvenir que sur tel organisme, vous utilisez 2 cadeaux à Noël et que sur tel autre, vous utilisez une autre phrase, ça peut devenir complexe. Donc là, on va contextualiser ce mot de passe. Vous allez garder cette racine comme étant votre mot de passe fort et vous allez rajouter des caractères pour en préciser le contexte. Je vais prendre un exemple d'ordre privé, par exemple, si vous avez un compte Facebook, on va dire que 2 cadeaux à Noël pour aller sur Facebook, ça sera grand F de Facebook, 2 cadeaux à Noël, K, parce que Facebook ça termine par K. Voilà. Et là vous avez le mot de passe de Facebook, c'est F 2 cadeaux à Noël, K. Et vous avez votre mot de passe Facebook. Vous allez sur Gmail pour votre messagerie, parce que vous avez un compte, un drive, etc. Sur Gmail, ça va être G majuscule, 2 cadeaux à Noël, L de Gmail. Voilà. Donc après, vous allez pouvoir comme ça mixer Amazon, imaginons que vous avez un compte Amazon, A, 2 cadeaux à Noël, N. Voilà. Donc c'est à vous de vous trouver le moyen mémotechnique qui sera le plus simple. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir une phrase complexe sur laquelle vous allez la personnaliser. Alors on vous dit au début et à la fin, mais bon, ça, vous pouvez adapter cette logique-là en fonction de ce qui vous semblera le plus simple pour vous. Et ça sera la solution pour que vous ayez un mot de passe par site, par service distinct, tout en ayant quelque chose de complexe et d'unique. L'utilisation des logiciels qui génèrent des mots de passe automatiquement. Donc ça c'est aussi une solution qui peut être mise en place. Il y a une solution technique effectivement qui peut être mise en place si la mémorisation n'est pas votre fort des mots de passe, parce que c'est vrai que on a beaucoup de données et même ce concept, si on a cette mécanique-là, ça peut sembler complexe. Donc après il y a des solutions techniques, puisque je parlais, il y a l'organisation, ce qu'on vient de voir, et la technique. Il existe aujourd'hui des logiciels de gestion de mots de passe, des coffres-forts en mots de passe. Donc, c'est-à-dire que vous avez un seul mot de passe complexe pour ouvrir ce coffre-fort, et ce coffre-fort va fabriquer tout seul les mots de passe que vous avez besoin pour aller sur servicepublic.com, pour aller sur Gmail, pour aller sur Facebook. Et il va chaque fois créer, donc vous avez un bouton générer, il va fabriquer un mot de passe avec X caractères, mais vous n'aurez même pas besoin de le savoir puisqu'il sera stocké dans ce coffre-fort. Et chaque fois que vous retournerez sur Facebook, sur les services publics, sur le site concerné, le coffre-fort va réagir, il va vous demander le mot de passe principal, et il va puiser dans sa base de données en disant, voilà, pour me connecter là-dessus, je vais chercher ce mot de passe. Donc il existe à la fois des solutions techniques, mais aussi des solutions organisationnelles. Et ce coffre-fort est en lien avec l'application ? Il est en lien avec votre navigateur Internet. Il est sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette. Et donc il est sécurisé dans le sens où
les données qui sont à l'intérieur sont chiffrées, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique de chiffrement, de codage de l'information, de façon à ce que n'importe qui ne puisse pas y tomber dessus. Mais voilà, ça permet d'avoir effectivement cette... Et ces logiciels, ce sont les applications qu'on peut trouver sur les Apple Store, sur les... Alors, il y en a qu'on peut trouver sur Apple Store, mais il faut sélectionner. Malheureusement, ces produits-là, la recommandation, c'est de passer par un professionnel, de nous interroger là-dessus, parce que là, on trouve de tout et n'importe quoi. Il faut savoir que les navigateurs, par exemple, qui vous proposent de stocker les mots de passe, en disant, voulez-vous conserver votre mot de passe enregistré, et on le fait pas nous, mais beaucoup de gens répondent oui, parce que c'est facile de retrouver. C'est la question que je posais tout à l'heure. Voilà, de retrouver à l'intérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mots de passe sont accessibles en clair. Donc il suffit que quelqu'un ait la main sur votre ordinateur ou votre smartphone à un moment donné, il va pouvoir capter le fichier où sont stockés ces mots de passe, et il va pouvoir les réutiliser par ailleurs. Donc c'est très risqué de stocker dans Chrome, dans Firefox ou Explorer les mots de passe. Je crois qu'il y a une question qui vous est posée. Oui, donc je reviens sur le mot de passe. J'aime mon chien Fido 2019. Les sites qui testent la robustesse des mots de passe indiquent qu'il faudrait plusieurs siècles pour le craquer. Vous nous indiquez qu'il faut quelques secondes avec quel outil? Alors on va pas dévoiler nos méthodes. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un mixin, si vous voulez. BEA a développé des applications. BEA et notre, ça a fait l'objet justement de notre. On a échangé déjà avec Philippe là-dessus. On a nous développé des outils de cybersécurité qui nous permettent d'aller loin dans les tests et la recherche de vulnérabilité sur les systèmes d'information. Et parmi ces outils que nous avons développés, il y a notamment ce logiciel de déchiffrement des mots de passe. Pour faire clair, les mots de passe transitent sur un réseau informatique d'une manière codée. Vous êtes sur Windows. Lorsque vous êtes identifié sur un serveur, sur une machine ou quoi que ce soit, vous avez quelque part sur le réseau votre mot de passe qui transite d'une manière chiffrée, donc avec un codage. Donc ça, on va pouvoir le récupérer, on va le mettre dans une moulinette que nous avons développée, en comparant avec ce qu'on a pu écouter sur votre réseau, sur les bases de données qui sont en ligne, sur des outils d'intelligence artificielle basés sur de l'IA, et ben on va pouvoir, par jeu d'occurrence, retrouver ce qui est mis en place. On va s'appuyer bien sûr sur une machine avec une puissance de calcul conséquente pour réaliser ces différentes occurrences. Voilà. Mais effectivement, je vous confirme qu'en quelques secondes, on peut trouver, enfin quelques minutes, je dirais. Oui, là par exemple, c'est vrai que le mot de passe, si on veut le craquer en ayant juste votre adresse mail et essayer de trouver le mot de passe en allant se connecter directement au site, ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est plus ce qu'on fait. Ça, c'était ce qu'on voyait apparaître dans les films où on essayait tous les mots de passe directement. Là, on utilise des méthodes différentes qui sont d'aller sur les serveurs, sur les sites, et d'aller rechercher les mots de passe pour les faire remonter, et ça, on est capable de le faire assez facilement. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Nous avons fait un audit, un audit intrusif sur un centre hospitalier de la région Occitanie. Donc on a traité effectivement les possibilités de s'introduire sur le site. Donc on y est arrivé relativement rapidement. Après, on avait un volet de la mission qui consistait à analyser les mots de passe et voir les comptes que nous pourrions nous approprier. Une fois qu'on a été sur le réseau, donc, on a découvert qu'il y avait 1900 utilisateurs sur l'établissement. Sur les 1900 utilisateurs, alors quand on fait une opération comme ça d'audit, on se donne une temporalité. On dit voilà, on va faire une analyse sur une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Là, en l'occurrence, sur les mots de passe, on s'est donné 5 heures d'analyse. On a dit voilà, on va lancer nos outils pendant 5 heures et on va aller à la pêche à l'information pendant 5 heures et on va voir ce qui se passe. Au bout de 5 heures, sur les 1900 personnes que nous avons identifiées sur le réseau, nous avons déchiffré 1300 mots de passe. Voilà. Donc c'est vraiment relativement simple, une fois qu'on s'est introduit sur un site, d'aller retrouver les identifiants des utilisateurs.
Donc, mais là, en l'occurrence, on s'est introduit sur un site. Donc, et la grande majorité des utilisateurs qui étaient sur place n'avaient pas de mot de passe complexe. Sur les autres restants avaient effectivement des mots de passe longs, avec des caractères complexes, etc. Alors si c'était donné non pas 5 heures, mais 24, 48 heures, une semaine, on sera allé au-delà de ces 1300 mots de passe, c'est sûr. Peut-être qu'en plusieurs années, on aurait eu les 1900 au-delà, mais on peut très rapidement trouver des mots de passe, et je vous confirme que mon chien, j'aime mon chien 2019, on peut effectivement le trouver très très rapidement, malgré ce qu'on peut dire sur Internet. Question, pouvez-vous nous parler du RGPD et du délégué à la protection des données? Oui, je peux. Oui, on peut. Du délégué, je ne sais pas, mais... Alors, le RGPD est donc une obligation légale, comme vous le savez, qui devait être en place depuis mai 2018. Donc ça oblige compte public, privé à avoir mis en place des mesures de protection et de sécurisation des données personnelles. Et là, il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a beaucoup de méconnaissances. Et là, régulièrement, j'ai des échanges avec des personnes qui se mélangent un peu les pinceaux dans ce qui est relatif au RGPD ou pas. Le RGPD cible les données personnelles. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est déjà la première question à se poser. Une donnée personnelle, c'est la possibilité d'identifier physiquement une personne. Donc, et par exemple, j'ai eu un débat encore la semaine dernière là-dessus, en me disant voilà, il faut protéger pour le RGPD, il faut protéger les adresses mail, parce qu'on envoie des newsletters, quelqu'un se plaignait sur une newsletter qu'on avait son mail, etc. Un mail d'une personne n'est pas une donnée personnelle. Lorsque vous adressez un mail à quelqu'un, ce n'est pas une donnée personnelle. Si vous avez par contre stocké son nom, son prénom et son mail, là, ça devient une donnée personnelle. Donc c'est pas un item, mais c'est un ensemble d'items qui permettent d'identifier la personne. Voilà. Donc vous devez avoir fait un audit de votre système d'information, de votre méthode de travail, pour savoir où sont les données personnelles. Donc on va les retrouver dans les applications métiers que vous utilisez généralement, dans les applications RH éventuellement, et puis dans ce qu'on appelle les données, on va dire non formelles, non structurées, pardon, qui vont être des fichiers Excel, les fichiers Word, les carnets d'adresses d'Outlook, les répertoires dans les téléphones portables, etc. Donc c'est cet ensemble d'informations qui sont qualifiées de traitement à attribuer à la donnée personnelle. Donc première phase de l'audit RGPD, on analyse où sont les données personnelles. Deuxième phase, on va évaluer les risques qui sont applicables à ces données. Alors les risques, ils sont relativement communs, c'est pas très compliqué en soi. Ça va être la fuite de données due à une cyberattaque, à un vol physique de données. Ça va être la mauvaise manipulation, le fichier qui est resté sur une clé USB, et la clé USB qu'on oublie à la terrasse d'un café, parce qu'on a fait une mini-réunion comme ça informelle, et on a oublié en partant sa clé USB avec des données dedans. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il va falloir qualifier. Et la troisième étape, ça va dire de mettre en place les mesures, de proposer des mesures de correction pour sécuriser ces traitements. Donc par exemple, vous avez une possibilité de fuite de données, suite à une intrusion, on va mettre un firewall pour empêcher quelqu'un de l'extérieur de se connecter. On va mettre en place une sauvegarde efficiente avec plusieurs journées de rétention pour savoir que les données personnelles sont bien sauvegardées et qu'en cas de vol, on va pouvoir les restituer ou les retrouver. Donc voilà, donc toutes ces mesures-là sont à mettre en place. L'ensemble de cette analyse, description des traitements, analyse des risques et mesures à mettre en place, ça va représenter votre registre de sécurité du système d'information appliqué à la donnée personnelle. Donc déjà, c'est une première base. Il faut savoir que pour le RGPD, vous avez une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Donc vous pouvez dire, voilà, moi j'ai fait l'analyse des risques, on a formalisé ça dans un fichier Excel qui formalise notre registre de sécurité.
Et on a mis en place des mesures, une sauvegarde, un firewall, des antivirus. Et un système d'information, d'alerte pour Voilà. les gens dont les données seraient compromises. Tout à fait. Donc voilà le principe. Mais vous n'avez pas, si vous avez quelqu'un qui s'introduit chez vous, qui vole les données à votre insu, vous ne pouvez pas être, on ne peut pas aller vous chercher sur cette problématique-là si vous avez mis en place votre registre. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a une obligation de moyens, mais pas de résultat. Vous allez voler des données, vous dites, mais moi j'ai mis un firewall, j'ai mis une sauvegarde, on m'a quand même volé des données, bon, on n'est pas la NASA, et ça on ne peut pas venir vous chercher. Par contre, là où on peut venir vous chercher, c'est si on vous vole des données, et que vous ne saviez pas quel était le traitement qui était fait sur les fichiers, quel était le risque apporté à ce traitement. Typiquement, ben, vous avez un fichier Excel avec des listes de personnes. Dans les CCAS, hein, on va avoir des personnes vulnérables, par exemple, la liste des personnes vulnérables sur la liste des CCAS qui peut être sur un fichier Excel. Et ça se trouve sur une clé USB que quelqu'un trouve dans la nature et qui va dire à la CNIL, vous voyez, regardez ce que j'ai trouvé. Si vous n'avez pas noté que vous aviez un fichier Excel avec la liste des personnes du CCAS et qu'il fallait le sauvegarder, que c'était fait, etc. Ben, si ça, c'était pas noté dans votre registre, là, vous pouvez être inquiété. Voilà. Pour le volet DPO, délégué, je te laisse peut-être intervenir, parce que je sais que tu es intervenu sur ça. Oui, alors le DPO, il a un rôle qui est un petit peu d'être la mouche du coche dans les réunions, hein, et de rappeler en permanence quelle est la finalité du traitement, et de re-questionner quand vous êtes en train de créer une base de données, un fichier, de savoir quels sont les éléments qui vont être vraiment utiles à collecter. Il est là aussi pour faire circuler de l'information quand les services peuvent avoir des questions sur la légitimité des traitements qui sont organisés, ou sur comment diffuser ou utiliser un fichier ou des données au sein d'une organisation. Ensuite, il est là vraiment pour aussi la sensibilisation, et il vient peut-être en complément du rôle du responsable informatique, qui lui a un rôle vraiment technique, et le DPO va venir plutôt sur la partie organisationnelle du RGPD. À ce stade-là, je conseillerais aux collègues présents de se rapprocher du centre de gestion du département qui a mis en place un conseil aux collectivités. Jean-Claude, tu peux les appeler, c'est Jean-Claude qui a posé la question, et ils t'aiguilleront dans l'analyse et dans la mise en œuvre des actions. Ils peuvent également être le délégué pour la collectivité. Alors, on a parlé beaucoup de la partie phishing. On a peut-être... J'aurais une question également. Oui. Peut-on faire confiance aux hotspots publics et aux accès gratuits dans les hôtels? J'ai rencontré dernièrement une personne assez, je ne peux pas donner le nom là, mais calée en cybersécurité, que vous devez bien connaître, et qui s'amuse quand elle va dans les hôtels à balader sur les fichiers temporaires. Et elle me disait dernièrement, j'ai trouvé un fichier vraiment hyper confidentiel par ce biais-là. Oui. Alors, il faut savoir que effectivement, il est déconseillé d'utiliser tout Wi-Fi public. Aujourd'hui, la meilleure façon de vous connecter à Internet, c'est d'utiliser le partage de connexion de votre téléphone portable. Parce que ça sera beaucoup plus difficile de pirater, d'écouter ce qui sort de votre téléphone portable pour après être partagé sur votre tablette, sur votre ordinateur, que d'aller vous connecter à un Wi-Fi public. Pourquoi? Parce que déjà le Wi-Fi public laisse des traces. Déjà, d'une manière légale, il y a l'obligation d'enregistrer les logs de connexion de façon à identifier les personnes qui se sont connectées. Donc ça, c'est une obligation. Et au même titre que le RGPD, si vous avez des Wi-Fi publics qui sont proposés dans vos mairies, sachez qu'il faut mettre en place un système de stockage des logs, parce qu'à tout moment, s'il y a une malversation qui a été faite depuis votre réseau Internet, il faudra que vous soyez en capacité de dire à tel jour, à telle heure, c'était tel utilisateur qui était à tel endroit. Donc et là, si vous avez un Wi-Fi qui est ouvert, et qui n'est pas de stockage des logs, c'est impossible à retrouver. Et donc ça, c'est obligatoire. Donc le stockage des logs est quelque chose d'obligatoire, ce qui veut dire que quand vous êtes sur un hôtel, un aéroport ou n'importe où, vous allez laisser des traces. Donc forcément,
s'il y a des choses confidentielles, ça peut être récupéré d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir aussi que les réseaux Wi-Fi peuvent être très facilement écoutés. Il y a des attaques qui s'appellent Man in the Middle, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un système d'écoute qui sera connecté au Wi-Fi. Ce système d'écoute va remplacer la partie Wi-Fi. Et lorsque vous allez vous connecter, vous allez d'abord vous connecter au système d'écoute avant de vous retrouver sur l'Internet. Et donc toutes les informations que vous allez émettre vont être enregistrées par quelqu'un qui sera à l'écoute. Donc, et là, il va récupérer vos identifiants, vos mots de passe, les fichiers qui transitent, en entrée, en sortie. Donc là, c'est vraiment la pire chose qu'il peut avoir. Et monter une attaque man in the middle sur un Wi-Fi public, ça prend quelques minutes. Voilà, là, nous, on a des petits boîtiers pour simuler ces attaques-là qui sont à disposition. On le branche, on écoute, on choisit le Wi-Fi. Alors, c'est bien pratique quand même, parce que sinon, on n'a pas des très gros débits forcément data sur les téléphones portables. Donc, c'est pratique, mais c'est risqué. Donc après, il faut pondérer le risque. En fait, la sécurité informatique, il faut élever son niveau de sécurité à la sensibilité de l'opération qu'on va mener. Oui. Par exemple, si vous allez faire une transaction bancaire, vous n'allez pas le faire dans le Wi-Fi public. Donc si vous allez faire un virement à votre banque, ou donner un ordre de virement, ou consulter un site sensible, vous n'allez pas le faire d'un site public. Par contre, aller chercher les horaires de train, ou voir quel est le programme ce soir à la télé, vous pouvez le faire depuis un Wi-Fi public sans trop de risques. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que le risque est là. Vous pouvez être écouté, vous pouvez avoir des informations qui sortent de votre ordinateur et qui sont captées à ce moment-là. Donc on évite les usages qui peuvent être risqués sur ce type de... J'ai entendu dire qu'il fallait mieux déconnecter le Wi-Fi quand on se baladait dans la rue. Alors oui. Parce que ça pouvait donner l'occasion d'être... Alors selon les réglages que vous avez dans vos tablettes, dans vos smartphones, il y a un réglage sur l'iPhone où il dit connexion automatique au Wi-Fi disponible. Ouais. Donc vous avez un onglet qui permet... Donc si ça c'est activé, si vous voit passer un Wi-Fi gratuit, hop, il va se mettre dessus pour pouvoir se capter. Donc c'est un réglage qu'il vaut mieux inactiver parce que vous pouvez à un instant T être capté par quelqu'un qui est malveillant et qui veut écouter ce qui sort de votre téléphone. Voilà. Après, il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. Devenir totalement paranoïaque. Il faut savoir où sont les risques. En fait. C'est ça, il faut être éveillé et pas être dupe en disant voilà, si on vous propose un service gratuit, aujourd'hui, le gratuit, ça n'existe pas, surtout en informatique, en électronique. Envoyer ne serait-ce qu'un mail, ça coûte une énergie folle, ça consomme, si on regarde le bilan carbone des emails, c'est catastrophique. Donc forcément, il y a un coût derrière, il y a un coût de consommation électrique des serveurs, il y a un coût d'infrastructure. Donc forcément, toute opération numérique a un coût. Donc si elle est gratuite, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui perd de l'argent. Donc, oui, mais en l'occurrence, quand je parle des hotspots publics, c'est parfois les collectivités qui le payent comme un service gratuit à la population. Mais il faut savoir le risque qu'il peut avoir derrière. Donc c'est quelque chose d'important. 3 questions. Que pensez-vous de KeePass? Mais on va peut-être... Alors KeePass c'est une solution technique qui permet de faire, qui est un coffre-fort numérique. Donc qui a l'avantage d'être gratuit, qui a l'inconvénient d'être un peu plus complexe à mettre en place. Mais en fait, toutes les solutions techniques qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est un peu comme les médicaments aujourd'hui. C'est-à-dire que pour qu'ils marchent bien, il faut qu'ils soient mis dans un contexte d'une posologie et d'une mise en place d'un conseil, on va dire, médical qui soit associé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre un antibiotique comme ça, si vous n'avez pas la prescription médicale qui est associée, ça peut ne pas être efficient. Donc KeePass est une solution qui peut convenir dans certains contextes et être une usine à gaz dans certains autres. Et pour la mobilité, comment on fait? La mobilité en général? Pour les gestionnaires de mots de passe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les services de mots de passe proposent une solution cloud, donc généralement, qui permet d'avoir un partage
chiffré entre l'utilisateur, c'est-à-dire que vous avez un coffre-fort en cloud qui est chiffré, d'où l'importance de sélectionner le bon partenaire, parce que si vous choisissez une solution bancale qui peut être piratée à distance, ben, ça peut être problématique. Donc d'où l'intérêt de trouver la bonne solution, et cette solution vous la retrouverez sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur de bureau. Donc là il y en a plusieurs qui permettent effectivement de répliquer ça. Okay. Question alors qui était, il faut que je change, alors je vais lire celle-ci. Merci pour la réponse précédente. Effectivement, les mots de passe intégrés au navigateur peuvent facilement être découverts avec un logiciel gratuit et accessible à tous. Néanmoins, Firefox ESR échappe à ce logiciel si l'on choisit un mot de passe maître. Il intègre aussi une sauvegarde cloud du profil et des identifiants mots de passe. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette fonction-là. Donc Firefox aujourd'hui a renforcé les niveaux de sécurité à ce niveau-là. Mais là aussi, il faut savoir l'utiliser. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. La solution technique existe, mais il faut savoir la mettre à musique et ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir l'impression d'être sécurisé et d'être passé à côté d'un réglage important. Et vous retrouver comme ça dans un contexte fragile. Donc il est important de se faire conseiller, de se faire accompagner. Voilà, on en revient un peu à l'analogie entre les médicaments et la prescription médicale pour voir cela. Oui, parce que si vous n'avez que 4-5 mots de passe identifiants à gérer, il y a des solutions personnelles faciles, et puis après ça dépend de l'activité. Avec le RGPD, est-il contestable qu'une personne ayant récupéré les adresses mail des conseillers municipaux sans qu'ils aient été communiqués par eux envoie régulièrement des messages à tout le conseil? Alors en fait on sort du RGPD puisque là on est sur une action privée. Donc là c'est plus un désagrément qui est à gérer en gré à gré, et qui n'est pas lié au RGPD. Si c'est une récupération des emails, si vous ne savez pas comment ils ont été récupérés, soit ils ont été récupérés directement sur le site de la mairie, ou par la mairie d'une manière ou d'une autre, et donc là il peut y avoir effectivement un problème de RGPD puisqu'il y a transmission d'adresse mail avec les noms et prénoms donc, qui correspondent à des données personnelles. Par contre, si la personne s'est débrouillée pour les avoir en questionnant d'autres individus en gré à gré, là c'est difficile de dire que c'est lié au RGPD. Imaginons que suite à une cyberattaque qui est passée à votre insu, quelqu'un ait capté le contenu d'un répertoire Outlook sur un poste de la mairie, il va pouvoir récupérer le carnet d'adresses et avoir comme ça le nom, l'adresse, les mails de tous les élus. Si le RGPD avait, dans le registre de sécurité, la mairie avait mentionné qu'il y avait des fichiers qui étaient stockés dans les Outlook et que ces fichiers étaient sauvegardés, etc., on ne peut pas éradiquer le risque d'une cyberattaque, donc c'est difficile d'aller rechercher la responsabilité de la mairie relativement par rapport au RGPD si elle s'est fait attaquer son fichier. Le seul truc, c'est de dire voilà, il y avait des mesures qui étaient en place, c'est s'il n'y a pas de mesures, où là il y a un risque relatif au RGPD. Donc il faut savoir que vous pouvez avoir votre mail qui se trouve dans la nature, vous pouvez même avoir des messages qui sont adressés de votre part à votre insu. Ça ne sera pas forcément une attaque de votre compte à vous, mais tout simplement quelque chose, votre mail qui aura été capté dans le carnet d'adresse de quelqu'un d'autre qui sera fait hacker. Voilà. Donc on n'est pas forcément sur ce type d'attaque. Peut-être il nous reste un petit peu de temps, peut-être que vous parlez des ransomware si vous le souhaitez. On a parlé beaucoup de l'usurpation d'identité au travers des mails. Il faut savoir que par le même vecteur d'attaque, le mail, on va pouvoir vous solliciter avec un lien pour télécharger un document, télécharger une pièce jointe, et au moment où vous allez télécharger le document, vous allez enregistrer sur votre disque dur un ransomware, donc un cryptovirus. Alors qu'est-ce qu'un ransomware? C'est un virus qui va chiffrer les informations qui sont sur votre disque dur et il va se répandre sur le réseau, donc il va chiffrer ce qui est sur le réseau. Quand on parle de chiffrer,
je ne sais pas si vous connaissez par exemple le logiciel Zip qui permet de compresser les données pour que ça fasse une pièce jointe plus petite pour pouvoir l'envoyer par mail par exemple. Ben, le principe du ransomware, ben, ça revient à ça, à zipper le document et à mettre un mot de passe pour pouvoir être en capacité de le dézipper. Et donc le fameux mot de passe, c'est la clé qui va permettre de déchiffrer l'ensemble de vos fichiers chiffrés, et c'est cette clé qui est monnayée. Alors, comment ça se passe? Quelqu'un du réseau clique sur une pièce jointe, contamine son poste, contamine le réseau, et quelques jours, quelques semaines après, parce que il peut y avoir un temps de retard sur la contamination, vous allez avoir vos fichiers qui commencent à se chiffrer. Vous voyez visuellement le signal d'alerte, c'est-à-dire ben, c'est bizarre, mais les icônes sur mon bureau ont changé de forme. J'ai plus le dessin des icônes, j'ai une icône bizarre qui apparaît. Et donc ça, c'est les premiers symptômes, jusqu'après à ce que vous ayez un message qui apparaît sur l'écran vous signalant que vous avez été hacké, que vous n'avez pas été assez vigilant et que vous êtes chiffré et qu'il faut maintenant payer une rançon pour obtenir cette clé. Alors que faire? Déjà, dès que vous constatez une attaque par ransomware, il faut éteindre immédiatement le système pour arrêter la dissémination du virus et de la contamination. Donc on arrête post-serveur et on appelle son prestataire informatique pour signaler qu'on est victime d'une attaque. Donc ça c'est le premier point. Ensuite ben, il y a la phase de rémédiation, c'est-à-dire qu'on va nettoyer poste à poste, restaurer les sauvegardes, etc. Ce n'est pas grave d'avoir un antivirus d'avoir un ransomware si vous avez une sauvegarde. Parce qu'on va pouvoir remonter la sauvegarde jusqu'au moment où il y a eu lieu l'attaque, et vous allez pouvoir relancer le système à cette date. Le seul problème, c'est que vous risquez de perdre les heures, les jours, entre le moment où le virus a commencé à chiffrer les données et le moment où vous vous en êtes aperçu. C'est le seul delta que vous risquez de perdre comme information. Quand on voit dans la presse des entreprises qui signalent on a pris un cryptovirus et on n'a pas pu redémarrer, on a mis la clé sous la porte, c'était des entreprises qui n'étaient pas organisées en termes de sauvegarde. Donc le maître mot, c'est d'avoir une sauvegarde qui est efficiente et pas se dire oui, mais c'est sauvegardé, il y a quelqu'un qui s'en occupe, on a mis 1000, 2000 euros dans un système de sauvegarde efficient, donc ça fonctionne. Non, il faut aller au-delà de ça. Il faut savoir quelle est la politique de sauvegarde en place. Est-ce que les données sont sauvegardées quotidiennement? Est-ce que vous avez, quelle est la rétention de ces données? C'est-à-dire, est-ce que vous avez uniquement la sauvegarde de la veille? Parce que si tous les jours vous sauvegardez, mais que vous n'avez qu'une seule occurrence, 24 heures passées, c'est trop tard. Donc il faut savoir quelle est la rétention des données, si vous avez la sauvegarde de la veille, de l'avant-veille, de la semaine précédente, du mois précédent. Donc aujourd'hui, les outils de sauvegarde permettent de faire cette granulosité en termes de rétention d'informations. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir et à maîtriser. À savoir si ça a été installé dans les règles de l'art. C'est-à-dire que quelquefois, on constate, nous, en intervenant en mode pompier sur un client suite à une cyberattaque, que la personne qui s'est occupée de l'installation de la sauvegarde a mis les mêmes droits sur le serveur et sur la sauvegarde, ce qui fait qu'une fois que le hacker a l'accès au serveur, il a accès à la sauvegarde, et la sauvegarde est aussi chiffrée au même titre que le serveur. Donc là aussi, il y a des règles de bonne pratique à respecter, avec un cloisonnement, on en revient toujours à ça, cloisonner les services, cloisonner les usages, cloisonner la sauvegarde. Donc ça c'est des prérequis qui doivent être mis en place et qui sont des b.a.-ba en termes de cybersécurité, mais qui ne sont pas évidentes pour un prestataire lambda ou un utilisateur lambda. C'est-à-dire que souvent quand c'est géré à l'interne, on n'a pas toutes ces règles de bonne pratique en tête et on peut faire des erreurs croyant être sauvegardé, mais en fait passant à côté de ce type de problématique. Donc la sauvegarde, c'est le maître mot en cas de ransomware, en cas de cryptovirus. Alors souvent on nous pose la question, faut-il payer ou est-ce qu'on paye, est-ce qu'on ne paye pas la rançon? Alors le conseil qu'on pourra vous donner, c'est de ne jamais payer la rançon, parce que d'abord ça entretient le business, donc tant que ce business sera lucratif, il y aura des ransomware qui circuleront, ça c'est une première évidence. Après, vous êtes surtout pas certain de récupérer, même après avoir payé, de récupérer le mot de passe en question pour déchiffrer les données.
Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des mafieux. Aujourd'hui, une attaque par ransomware, ça peut être acheté sur le dark web par quelqu'un de non expert qui ne saura même pas comment mettre en place une mesure de rémédiation pour remettre en route votre système. Il ne saura même pas comment vous communiquer la clé aussi bien. Donc ça c'est aussi un point important. Donc la probabilité de récupérer les infos est vraiment minime. Et dernier point, c'est qu'aujourd'hui on constate, enfin pas aujourd'hui, depuis longtemps on constate, et là ça reprend tout son sens dans cette période un peu compliquée que nous traversons, c'est que nous avons deux profils d'attaquants. Nous avons des cyberattaquants de type mafieux, qui sont là clairement pour faire du pognon, donc pour détourner des fonds suite à des attaques. Et nous avons des hackers qui ont un profil étatique, donc qui sont à la solde d'un État, que ce soit la Chine, la Corée du Nord ou la Russie par exemple. Alors je cite cela, mais tous les pays ont leur propre groupe, mais il y a un clan des gentils et un clan des méchants, donc forcément on s'y retrouve. Mais voilà, il y a forcément des cyberarmées qui existent, il y a des mercenaires qui existent dans la cybersécurité, et donc vous êtes effectivement... vous pouvez effectivement avoir été la cible d'un groupe étatique qui avait pour volonté de déstabiliser l'économie de notre pays, et vous êtes un dommage collatéral, et même si vous payez la rançon, le compte Bitcoin qu'on vous a soumis n'existera peut-être même pas, et ça ne servira à rien de vouloir payer. Donc voilà, alors... dans quel cas les gens payent? Lorsqu'ils sont le dos au mur. Donc une entreprise qui a plus à sauvegarde, qui a 50 salariés à l'arrêt complet, sa dernière hypothèse c'est de dire je vais quand même tenter de payer la rançon, parce qu'elle n'a plus rien à risquer. Mais voilà, donc il faut savoir qu'il y a quand même une faible probabilité de récupérer une clé de déchiffrement lorsque vous avez été rançonné par ce type d'attaque. Il faut dans tous les cas porter plainte, même si une attaque vous semble mineure, c'est le point principal, déposer plainte. Il ne faut pas se dire, nous, de toute façon, ça c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que nous on est tout petit à notre niveau. Non, parce que vous avez été ciblé, mais vous avez des centaines de milliers d'autres sites qui ont été attaqués par la même attaque que vous. Donc c'est jamais ciblé vers une personne. Donc il y a des instructions et les attaques sont multiples et larges. Donc si vous avez 10 000 personnes qui portent plainte pour le même type d'attaque, les moyens qui seront mis en œuvre seront beaucoup plus conséquents. Donc il ne faut pas, même si vous le voyez par le petit bout de la lorgnette en disant voilà, nous on a été touchés, il faut se dire que derrière vous avez potentiellement des centaines, des milliers de gens qui ont été touchés par le même type d'attaque. Et même si c'est long, on arrive à... Il y a des groupes qui sont démantelés. Il y a eu un groupe russe il y a fin d'année dernière qui a été arrêté, Manu Militari, justement parce qu'ils étaient allés un peu trop loin. Et s'ils étaient à l'abri de Poutine pendant quelques temps, ils s'en sont pris un peu aux intérêts russes. Et donc du coup, ils ont été inactivés en fin d'année dernière. Voilà. Donc peut-être un mot sur les cyberattaques étatiques en ce moment. Oui, alors après, on a vu dans le contexte actuel la semaine dernière, le 15 février, une attaque qui a été déclenchée sur l'Ukraine en particulier, où on a vu que les services de l'État avaient été paralysés avec des attaques en déni de service. Là, on rentre dans des stratégies beaucoup plus complexes. Parfois, l'idée de ces attaques, c'est d'attirer l'attention des services informatiques sur le système qui est attaqué, qui va tomber, donc il va falloir remettre en route. Et on utilise ce moment un petit peu de faiblesse dans les services informatiques pour attaquer par une autre porte et rentrer des logiciels qui vont surveiller le réseau et qui vont rester en veille jusqu'au jour où ils auront besoin d'activer une attaque spécifique et de rebloquer l'ensemble des sites, des serveurs d'un État ou d'administration, et donc derrière d'avoir un avantage en termes d'information et de gestion de l'information dans un conflit qui peut être
autre. Donc ça c'est vraiment le schéma qui apparaît, et derrière l'objectif aussi ça va être de déstabiliser les économies, hein, on le voit assez facilement. Il y a eu des attaques sur des centrales électriques, il y a eu des attaques sur des réseaux de gaz, sur des réseaux d'eau potable. À chaque fois l'objectif c'est de mettre et de paralyser l'activité pour empêcher un État de réagir et de venir s'occuper d'affaires extérieures et de le laisser se concentrer sur les affaires intérieures. Donc on est vraiment dans des objectifs de déstabilisation dans ces cas-là. Et donc les mairies, les services d'État, les services de santé sont des cibles parfaites pour ces sujets-là. Et il y a des risques que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on voit apparaître des attaques sur lesquelles vous pouvez vous retrouver comme victime collatérale et non pas comme cible en fait directe. Voilà, ça, il ne faut pas non plus chercher bien loin, mais je pense que dès que les premiers coups de canon seront tirés en Ukraine, il y a des chances qu'il y ait une vague de cyberattaques qui tombe sur l'Europe, sur tout secteur d'activité confondu, et qui auront pour but de déstabiliser l'économie, de bloquer, d'handicaper. Donc voilà. Donc il faut savoir que ça nous pend au nez, et c'est un risque un sur-risque sur le risque des hackers mafieux, on va dire, qui sont là pour détourner des fonds et voler de l'argent. Voilà. C'était une question sur l'utilisation du VPN. Est-elle de nature à améliorer la sécurité des échanges? Oui, le VPN, effectivement, garantit la sécurité d'une transaction entre deux points. Alors, qu'est-ce qu'un VPN? C'est un réseau virtuel qui est instauré entre un point A et un point B. Par exemple, votre ordinateur chez vous, ou si vous êtes en télétravail, et la mairie, la collectivité, son serveur. Donc en fait, ça revient à dérouler un câble réseau entre le site principal, par exemple la mairie, et votre domicile. C'est-à-dire que vous allez utiliser Internet, mais vous allez construire un tuyau sécurisé qui sera uniquement construit pour vous et pour établir cette communication. Donc c'est très très compliqué d'écouter ce qui se passe au travers d'un VPN. Donc il y a des techniques pour cela, mais c'est un gage aujourd'hui de sécurité pour instaurer une communication. Voilà, donc effectivement on évite totalement les outils de communication simples, basiques, grand public qu'on va avoir sur sa page web pour se connecter au bénéfice d'un VPN qui va garantir que le tuyau est sécurisé, que la communication est sécurisée. Philippe, autre remarque? Non, mais écoute, je voulais donc Frédéric et Yann vous remercier pour la clarté de vos explications. Le sujet est d'importance pour nous toutes et nous tous. Et j'espère que ces informations nous auront été profitables, qu'elles ne nous auront pas trop effrayés. Mais il y a des éléments intéressants pour pouvoir se prémunir et réagir à l'avenir contre ces différentes tentatives de phishing, cyberattaque, etc. etc. Naïs Bonnet, la directrice de l'association, et moi-même, ainsi que les membres du bureau, nous restons à votre écoute pour toute suggestion, proposition de différentes sensibilisations ou formations à l'avenir qui pourraient vous intéresser. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt. À bientôt, bonne journée. Bonne journée.